J'ai un sujet très pratique aussi qui est la distribution de crédit, sur lequel évidemment se posent beaucoup de questions en matière d'automatisation et de digitalisation. Alors, à mes côtés, donc William Aouraou, vous êtes Senior Account Manager chez Tink. Alors, Tink, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fintech suédoise, je crois, qui se positionne sur le crédit, évidemment, et qui a aussi un autre positionnement qui est intéressant, c'est sur on va appeler ça le bien-être financier aussi, hein. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Vous pourrez, William, nous préciser un peu plus ce que fait Tink, évidemment, dans la suite du débat. Globalement, vous enrichissez des données bancaires et vous facilitez des opérations comme les demandes de crédit. Et puis David Payet, vous êtes directeur du marketing, produit et de la communication chez United. Alors United, je pense que vous connaissez, hein, plateforme indépendante, hein, de crédit instantané, hein, à l'échelle européenne, hein, je crois d'ailleurs, vous êtes à l'échelle européenne. Très bien. Alors, donc, la distribution de crédit. Alors ça aussi, c'est quelque chose, un peu comme l'identification tout à l'heure, qui se fait de manière digitale maintenant depuis longtemps, peut-être de manière imparfaite. Quels sont les... Je vais peut-être m'adresser à vous d'abord, David. Quels sont les principaux niveaux en fait, d'intervention où il y a encore des choses à faire qui sont intéressantes et qui peuvent changer la donne dans ce domaine? Bien, merci Jérôme. Bonjour à tous. Écoutez, pour répondre simplement, pour démarrer, on peut peut-être suivre un petit peu le parcours client, le parcours d'un client qui vient demander un crédit, et isoler ça en 3 étapes. On a la demande de crédit, on a la décision du prêteur, et puis ensuite on a la vie du crédit, la gestion au quotidien, et puis les demandes successives que le client pourrait avoir. Donc au niveau de la demande du crédit, je dirais que c'est là où l'innovation, où la digitalisation, l'automatisation, s'est beaucoup concentrée ces dernières années, ces 20 dernières années à peu près. Aujourd'hui, on voit tous autour de nous des parcours de souscription de crédit qui sont globalement digitaux, qui sont même omnicanaux, sur à peu près tous les acteurs et à peu près partout en Europe. Pour autant, il reste encore du travail à faire, on va y revenir. Sur la deuxième étape, qui est la prise de décision, je dirais que c'est là où il y a encore le plus à faire. Nous, chez United, ça a été notre cheval de bataille depuis déjà 10 ans. Et c'est là où on a mis vraiment beaucoup d'efforts ces 5 dernières années, en particulier avec des technologies comme celle de l'open banking dont on va largement parler aujourd'hui. Et c'est là aussi où il y a beaucoup de travail encore pour le reste de l'industrie. Et puis le troisième point, sur la gestion de la vie du crédit, on a tous, je pense, vu passer les annonces fracassantes de ces derniers mois avec des gains extraordinaires d'échelle, de productivité, financiers sur l'automatisation, notamment liée à l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres technologies qui vont rentrer en jeu ici. Donc là, on voit tous, je pense, les perspectives en matière d'innovation, digitalisation pour les mois à venir. Alors, sur l'open banking, justement, qu'évoquait David, William, il est écrit ici que c'est un levier crucial pour la numérisation et l'automatisation de la distribution de crédit. En quoi exactement c'est si crucial, l'open banking? Expliquez-nous. Alors, bonjour à tous, déjà. Et je vais prêcher un peu pour ma paroisse, du coup, aujourd'hui, mais je pense que c'est pour ça que je suis là. En fait, l'open banking, pourquoi est-ce qu'il est crucial dans cette automatisation de la distribution du crédit? C'est parce que, déjà, premièrement, ça permet un accès à la donnée qui est infalsifiable, qui est en temps réel et qui est précise. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une rationalisation des process et une amélioration des customer journey. C'est un peu le thème principal, j'ai l'impression, dans toutes les discussions. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça également, ça nous amène à quoi? Après, ça nous amène à le soutien de produits financiers innovants et des parcours personnalisés. Justement, on perd plus de temps sur de l'administratif, etc. Et on se concentre sur des choses qui ont de la valeur. Et tout ça, in fine, ça construit un écosystème de crédit qui est plus efficace et plus inclusif. On va y revenir tout au long de l'échange, je crois. Oui, alors justement, David, sur ces aspects, alors à la fois d'efficacité et d'inclusivité aussi, c'est assez intéressant. Chez United, ça se passe comment, en fait? Écoutez, effectivement, pour illustrer un petit peu ce que vient de dire William, les avantages, les bénéfices, on va dire, de l'open banking en matière de distribution de crédit chez nous, on peut en citer plusieurs. Le premier, je pense, qui est absolument central, c'est le fait que ça nous permet vraiment de transformer notre proposition de valeur.
aujourd'hui, grâce à la technologie Open Banking et à d'autres, on est en mesure de proposer à un consommateur, à un client, une décision de crédit instantanée en quelques secondes. Donc concrètement, un client vient chez nous, il va faire une demande de crédit sur le site de United ou via un de nos partenaires, donc un partenaire bancaire ou un commerçant. Il va avoir un parcours de souscription qui va lui prendre à peu près 5 à 6 minutes, au terme duquel on va prendre une décision complètement automatisée et on va lui donner une décision ferme, donc pas de principe, mais ferme, en 5 secondes. Donc ça, pour nous, c'est un game changer et on pense que c'est l'avenir de l'industrie du crédit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça vient aussi transformer l'expérience client. Donc c'est un peu lié au premier point, mais il y a d'autres bénéfices. Typiquement, dans un parcours traditionnel, on est tous habitués aux nombreuses pièces justificatives qu'on doit annexer à un dossier, enfin, qu'on doit télécharger dans les parcours digitaux qu'on connaît tous. Donc, on a toujours, nous, des pièces justificatives parce qu'elles sont imposées par la loi. Donc, typiquement, une pièce d'identité et en fonction du montant, un justificatif de domicile. En revanche, on va absolument pas demander de bulletin de salaire, souvent plusieurs pour l'historique, pas demander non plus d'avis d'imposition, tous ces documents qui sont compliqués à retrouver, à numériser, à télécharger. Et donc le client va simplement choisir sa banque, s'authentifier et ensuite autoriser le partage de ses relevés de compte digitaux. Et donc ça, évidemment, c'est un apport qui est absolument extraordinaire en termes de simplification de l'expérience. Et un dernier point, pour finir très vite, sur les bénéfices liés à l'open banking. En matière de fraude, donc c'est vraiment un outil incroyable, un rempart incroyable dans la lutte contre la fraude. On est tous, pour ceux qui sont très familiers de l'industrie du crédit, on connaît tous les ravages de la fraude documentaire, notamment sur nos métiers. Ça, typiquement, c'est un type de fraude qui est virtuellement éliminé quand on prend une décision qui est basée sur les données open banking, puisque en fait, on ne laisse pas la porte ouverte à un fraudeur qui va venir falsifier un document, un bulletin de salaire bien souvent, ou une attestation employeur, puisqu'on récupère des données, comme le disait William, qui sont infalsifiables, puisque envoyées par la banque directement. Donc on va uniquement se baser sur les revenus et les charges qu'on reçoit des banques. Alors, William, David parle de lutte contre la fraude, d'amélioration de l'expérience. Quand on préparait aussi le débat, vous insistiez aussi sur un autre point qui était le côté... et ça d'ailleurs c'est un de vos métiers chez Tink, enrichir la donnée, c'est le côté précision et granularité finalement que ça peut apporter. Je voudrais vous écouter un petit peu là-dessus. Oui, en fait, on l'a un peu évoqué, mais grâce justement à l'open banking et l'accès directement en compte, on a accès justement à cette précision-là et granularité dont tu fais mention, parce que justement, on récupère la donnée, on l'enrichit avec un modèle de catégorisation qui est très avancé, et donc on peut la restituer de manière fiable, parce qu'il n'y a pas de falsification. Et c'est de la donnée qu'on peut récupérer en plus. Dans un parcours traditionnel, on est assez limité en termes de données. L'historique, des cas spéciaux comme les expats ou autres. Là, on est en position d'attaquer cette zone grise dans les octrois de prêts qui, auparavant, n'étaient pas taclés parce que justement, il manquait toujours des compléments d'information. Et faire des va-et-vient avec le client pour récupérer tel ou tel PDF, c'est assez compliqué, assez chronophage. Là, on a directement accès à la donnée et on a un taux de conversion du coup qui est supérieur parce qu'on accepte des dossiers qu'on n'aurait pas acceptés auparavant. Et on voit d'ailleurs ici que parce qu'on parle de l'open banking depuis quand même assez longtemps, c'est pas une nouveauté non plus, et on voit quand même que tous les bénéfices que vous évoquez sont bien réels, et puis on voit que comme c'est montré sur ce slide, que là c'est le cas chez United, que l'open banking a atteint une forme de maturité au final aujourd'hui. Alors il y a cet aspect-là sur lequel, David, si vous voulez revenir, vous pouvez bien sûr, mais il y a aussi une autre force qui s'ajoute à ça aussi, c'est l'évolution de la réglementation. On en parlait déjà un petit peu ce matin, avec FIDA notamment. Comment cette technologie d'open banking qui a atteint une certaine maturité, qui prouve des bénéfices, comme vous le démontrez tous les deux là aujourd'hui, est-ce qu'elle est... Dans quelle mesure ça va continuer à évoluer dans ce sens-là avec l'évolution actuelle de la réglementation? Alors, soit David, soit William. N'hésitez pas. Alors effectivement, juste un petit mot pour finir sur la notion de maturité de l'écosystème. Là, vous voyez à l'écran l'évolution du nombre de transactions open banking
et de connexion qu'on a nous chez United, sachant que aujourd'hui, à peu près 60% des prêts qu'on octroie sont octroyés de manière instantanée et en partie basée sur l'open banking. Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà à l'échelle. L'open banking chez nous, c'est pas un sujet de use case de niche sur lequel on expérimente, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre proposition de valeur au niveau européen. Donc effectivement, il y a une croissance qui est exponentielle du nombre de transactions. Ce qu'on appelle transaction, c'est basiquement une ligne sur un relevé de compte numérique. Et puis surtout, le point qui, je pense, vient marquer la maturité chez nous, c'est l'adoption utilisateur. Selon les contextes, selon les pays, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a à peu près 85% d'adoption de nos parcours qui contiennent des étapes open banking, ce qui est absolument considérable. Et donc sur la deuxième partie de la question, Jérôme, au niveau de la réglementation, donc nous on est touché à plusieurs titres chez United. D'abord parce qu'on a un établissement de crédit, donc on est évidemment concerné par la révision de la directive sur le crédit conso. Et également, puisqu'on propose des solutions de paiement à nos partenaires commerçants, par tout le nouveau package réglementaire autour de la nouvelle directive sur les services de paiement, le nouveau règlement PSR et effectivement FIDA, comme un peu tous les acteurs de services financiers. Je dirais que nous, on accueille tout ça de manière très positive. D'ailleurs, et c'est pour ça que je mettais ce petit clin d'œil à l'écran, on était même demandeurs, si je veux être un peu provocateur. Nous, on voyait avec inquiétude le développement de certains comportements, on va dire, qu'on voit encore aujourd'hui, hein, sans pointer du doigt quiconque, mais si vous allez sur certains sites de vente en ligne de produits de beauté, par exemple, vous verrez qu'on peut acheter une crème hydratante à 99 centimes en 3 fois. Donc moi, quand je vois ça, ça me rappelle dangereusement les pizzas en plusieurs fois en Australie, ou le café, ou le thé plutôt, au UK, qu'on peut payer également en facilité de paiement. Et donc, est-ce que c'est ça le modèle de société qu'on veut léguer à nos enfants demain? Est-ce que c'est ça le modèle de consommation qu'on veut pour les années à venir? Je ne pense pas. Et donc nous, ça fait plusieurs années qu'on fait notre travail de lobbying, de communication, d'évangélisation, et notamment au travers des tribunes qu'on publie dans la presse. Il y en a plusieurs qui ont été signées de notre cofondateur Geoffroy Guigou, pour expliquer que non, le crédit, c'est quelque chose de sérieux, il faut faire attention, il faut protéger les consommateurs, il faut éduquer. Et donc, ça, on ne peut pas suivre certains modèles qui vont certainement vers les dérives. Oui, je vous laisse réagir là-dessus, mais j'ai l'impression que cette réglementation, elle évolue quand même dans le sens, un peu dans votre sens chez Ting, c'est-à-dire de mieux comprendre finalement et de mieux connaître le demandeur, et qu'elle est à la fois finalement en adéquation avec ce que souhaite le demandeur et ce que souhaitent les prêteurs aussi. Oui, alors du coup, je rejoins totalement ce qu'a dit David. Effectivement, elle évolue dans notre sens parce que notre cheval de bataille, nous, c'est justement avoir une meilleure compréhension de la solvabilité des demandeurs de prêts. Mais elle évolue dans le sens également des banques et des établissements financiers prêteurs parce que justement, ça leur permet en fait d'avoir une vision globale des revenus et des dépenses parce qu'il est important quand on met à disposition de l'argent pour acheter, par exemple, un shampoing en 4 fois, de savoir si cette personne-là, même si elle a un haut revenu, est solvable. On peut avoir une personne qui a un haut revenu, mais qui n'a pas une bonne hygiène financière et donc qui dépense plus qu'elle ne fait rentrer de l'argent. Voilà, déjà. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que le parcours traditionnel, donc hors open banking, il se repose aussi beaucoup sur des approximations de reste à vivre des demandeurs. Oui. Avec l'open banking et du coup avec ces réglementations-là, on a, avec les données enrichies que Tink fournit à ses partenaires financiers, une vision revenus-dépenses et donc une solvabilité qui est claire et qui est précise. Pour terminer peut-être cette prise de parole, William, s'il y avait un grand conseil à donner sur l'usage de l'open banking aujourd'hui et sur sa capacité, encore une fois, à répondre à ces besoins qui sont assez variés au final, besoin de connaissances, besoin de précision, besoin de lutte contre la fraude, besoin d'inclusivité, comme vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, qu'est-ce que vous metteriez en avant en premier ?
Avant de répondre à la question, je reviens juste rapidement sur la question précédente, parce que j'ai un petit peu mal parlé des institutions financières, des prêteurs. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les banques dites traditionnelles sont souvent confrontées à des limitations informatiques, méthodes de solvabilité un petit peu obsolètes. Et donc c'est là où une adaptation est demandée, et c'est là où c'est important qu'il y ait une certaine interopérabilité et des partenariats stratégiques. C'est ce qu'on dit à nos clients, et c'est pour ça que Tink en fait se positionne comme une plateforme Play. C'est une plateforme qu'on plug, une plateforme d'orchestration de la donnée, qu'on plug avec une seule API et qui permet de mettre à disposition les différents services et offres qu'on a. Donc que ce soit du onboarding avec de l'identification bancaire, ou de l'analyse de solvabilité, ou du lifecycle management avec justement un coach financier qui permet une certaine éducation financière, ou même des moyens de paiement avec de l'account top-up ou de l'account to account. Donc voilà, on voit bien d'ailleurs, et United est un parfait exemple du fait que quand on tire profit des données enrichies via l'open banking, on répond à une demande des consommateurs qui est d'avoir un parcours fluide, rapide et digitalisé. Les chiffres sont assez parlants, enfin, je pense que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc voilà, c'est important. Ensuite, sur le conseil, et c'est ce que je dis souvent, soit aux prospects qui viennent me voir ou à mes clients, quand on parle de volume, etc., ce qui est important, c'est de commencer avec un cas d'usage très spécifique, qui permet de tirer un maximum de la valeur de l'open banking. Chez Tink, on dit l'open banking is a mean to an end. C'est pour arriver à quelque chose, c'est pas une fin en soi. Donc, commencer avec un cas d'usage précis, ça peut être par exemple les marginal decline. Des gens qu'on aurait refusés auparavant, on passe un petit peu la moulinette de la donnée enrichie, etc. Et ben, figurez-vous qu'on a un taux de conversion qui est supérieur. Donc, cas d'usage précis, c'est ce que United a mis en place il y a quelques années, le parcours traditionnel d'octroi, avec un parcours alternatif d'open banking, une expertise du coup acquise via les données open banking, et maintenant on a par exemple YouPay, qui est un parcours 100% open banking, et d'autres qui sont à majorité open banking. David, même question, mais un seul conseil. Vous m'avez donné plusieurs quand on préparait le débat, mais là, il nous manque un petit peu de temps, donc allez, un seul conseil. Alors, effectivement, si je devais en choisir qu'un, je dirais attention à ne pas prendre de raccourcis, attention à ne pas sous-estimer en fait les travaux qu'il y a à réaliser. Des fois, quand je parle régulièrement dans ce genre d'événement avec des gens, souvent j'ai l'impression qu'on peut voir l'open banking comme une commodité, quelque chose qui existe depuis plusieurs années, où on se dit bah tiens, on plug une plateforme, on reçoit les données et puis finalement tout va bien. Pas du tout. En tout cas, il y a beaucoup plus derrière ça. Et vous avez vu qu'il y avait un QR code sur le slide précédent. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à venir découvrir le livre blanc qu'on a publié sur le sujet il y a plusieurs mois, où on retrouve les 7 grands piliers qui, selon nous, sont un peu la route à suivre pour déployer des technologies open banking en matière de décision dans le crédit. Et puis vous retrouverez les autres conseils que je n'aurais pas eu le temps de vous partager du coup aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour la précision de vos témoignages. Vous pouvez les applaudir effectivement.